Bien, je vous remercie tous d'avoir affronté le froid pour arriver jusqu'ici. La dernière fois, je vous avais laissé sur la question des eaux du Jourdain. C'est une vieille affaire qui réapparaît à ce moment-là. Dans les années 50, les Américains avaient eu un projet d'organiser la répartition des eaux du bassin des Jourdains entre les différents États concernés. C'est ce qu'on avait appelé le plan Johnson. Et ce plan avait fixé des quotas pour chacun des pays. Mais il n'avait pas été vraiment accepté ni par les Arabes ni par les Israéliens, pour des tas de raisons. Les Arabes, d'un côté, ne voulant pas paraître négocier, même indirectement, avec Israël. Et de l'autre côté, les Israéliens ne voulaient pas d'une supervision américaine du régime des eaux du Jourdain qui serait une atteinte à leur indépendance. Donc, on a fait comme si le plan avait été adopté, mais en fait, ni les uns ni les autres ne l'avaient accepté. L'administration Kennedy avait repris le projet et s'était heurté au même échec. Mais pendant ce temps-là, les Israéliens avaient mis un plan de distribution des eaux du Jourdain qui conduisait à utiliser cette eau par une série de canalisations dans le sud de l'État d'Israël, ce qui, pour les Arabes, était éventuellement une cause supplémentaire de mécontentement, étant donné que le sud d'Israël ne faisait pas partie de la zone géographique du bassin de Jourdain. Alors, les travaux israéliens avaient d'ailleurs été l'une des causes des conflits récurrents autour de la DMZ, donc de la zone démilitarisée, qui concerne Israël et la Syrie, puisque les travaux israéliens empiétaient sur la DMZ volontairement pour marquer que ce territoire appartenait à Israël. Alors, les Arabes voyaient aussi dans la question des eaux du Jourdain la possibilité pour Israël d'accroître considérablement sa population par l'immigration, enfin l'immigration plutôt, et de ce point de vue-là, donc, de modifier le rapport de force en sa faveur. Mais donc, ce projet, vous voyez là sur la carte les canaux d'adduction souterrains et ouverts du détournement des eaux, ce projet doit être terminé en 1964. Alors, le jeu politique entre Israël et les pays arabes est un peu un jeu entre des faits accomplis et des lignes rouges. Lignes rouges, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les lignes rouges. Le terme n'entrera dans le vocabulaire politique durant la guerre du Liban en 1976. Et les faits accomplis, de façon générale, l'expansion d'Israël depuis sa création se fait par une succession de faits dits accomplis. Et donc, en décembre 1963, dans le cadre de la Ligue des États arabes, un conseil de défense réunissant les chefs d'état-major reprend la question et reprend le contre-projet arabe qui serait de détourner une partie des eaux des affluents du Jourdain, c'est-à-dire donc ce qui concerne essentiellement le Liban, la Syrie et accessoirement la Jordanie. Mais sous aucune n'ayant aucune compétence politique, rien n'est vraiment décidé.
Et à ce moment-là, la presse égyptienne marque qu'en l'absence d'unité arabe, la République arabe unie ne s'engagera dans aucune action militaire contre Israël parce qu'il accuse la Syrie, la Jordanie et l'Arabie saoudite de pousser Israël à attaquer la RAU afin de mieux la poignarder. Et donc ils accusent en gros les autres de vouloir supprimer l'Égypte et conserver Israël. Alors du coup, les basses syriens renvoient des injures équivalentes à l'Égypte. On a donc un monde arabe totalement divisé, et puis brusquement, Nasser va totalement retourner la situation lors de son discours annuel de Port Saïd le 22 décembre. Parmi les anniversaires nassériens, il y a le 22 décembre qui est la commémoration de l'évacuation des Franco-Britanniques en 1956. Donc c'est le discours annuel à Port Saïd. Alors, comme d'habitude dans son discours, il cite d'abord ses nombreux succès économiques et politiques, s'en prend violemment au parti basse, qui n'a jamais cru une unité arabe et qui est purement opportuniste. Il salue Arif, qui a libéré l'Irak de la tyrannie du Baas. Il vante la révolution yéménite, à qui l'Égypte a porté secours face à la collusion de la Grande-Bretagne et de l'Arabie saoudite, et ouvre un nouveau front contre l'impérialisme, celui de l'Arabie du Sud, ou Yémen du Sud, comme vous voulez, mais à l'époque, en tout cas les Britanniques disent Arabie du Sud. Et progressivement, il glisse de la question du Yémen à la Palestine, qui est un même combat, puisqu'il n'y a là qu'un seul peuple arabe. Alors là, contrairement à l'usage courant, il utilise Charb pour peuple arabe. Donc Charb est plutôt pour les subdivisions de la nation arabe, c'est-à-dire syriens, égyptiens, etc. Il annonce ensuite la décision prise au sein du comité militaire de la Ligue arabe de détourner les eaux des affluents du Jourdain, c'est-à-dire le Hasbani, le Banias et le Yarmouk. Les bassistes diront que l'Égypte ne participera pas à la bataille, mais elle a montré sa capacité de réagir immédiatement au Yémen et en Algérie. Mais il montre bien que la décision ne peut pas être prise au niveau des militaires, mais des politiques, et propose donc la réunion au sommet de l'ensemble des chefs d'État arabes, rois et présidents. Comme ça, on pourra déterminer une unité d'action entre les uns et les autres et savoir qui est responsable ou non de la catastrophe. Alors Nasser aurait envisagé ce projet depuis l'été 1963, mais tant que le Baas était au pouvoir en Syrie et en Irak, ça ne lui paraissait pas possible. C'est maintenant que le Baas s'est isolé en Syrie que l'Irak est devenu pro-nassérienne, cela paraît plus important. Par ailleurs, il y a le poids de la guerre du Yémen, qui coûte cher à l'Égypte en matériel, en hommes, en entraînement. Vous savez, une armée, c'est beaucoup d'entraînement pour qu'elle soit efficace. Alors, si vous faites la guerre ailleurs, vous n'avez pas le temps de vous entraîner. Et donc, vous diminuez votre capacité militaire. Alors, il s'est aussi rendu compte qu'il y a une radicalisation croissante du dossier, enfin de l'opinion publique arabe à propos de la Palestine. Je rappelle, j'ai déjà expliqué que c'est dans ce moment-là que l'identité palestinienne réapparaît sur le plan politique. Donc le sommet lui permettrait ainsi d'isoler les Syriens et de se rapprocher des monarchies arabes. Bon, ce qu'il explique en tout cas aux Américains par le biais de Haïkan, qui est toujours l'intermédiaire entre Nasser et les ambassades étrangères au Caire. Or, la première réaction de la presse israélienne est plutôt négative.
en disant bon, ils vont encore être désunis, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Après tout, il n'y a pas d'armée arabe. L'armée égyptienne est au Yémen, l'armée irakienne est occupée par le Kurdistan, et l'armée syrienne fait de la politique. Mais dès le 24 décembre, l'Algérie, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen font connaître leur accord. À la fin du mois, il n'y a plus que l'Arabie saoudite qui n'a pas annoncé sa décision. Alors, le début de l'année 1964 est marqué d'abord par le voyage historique du pape Paul VI en Terre Sainte du 4 au 6 janvier 1964. C'est le début des grands voyages pontificaux. Jusqu'à Paul VI, les papes restaient à Rome depuis 1870, à peu près. Donc, vous n'aviez pas ces grands voyages que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, c'est un événement déjà important en lui-même, le début des grands voyages. Et le choix du pèlerinage en Terre Sainte est d'autant plus délicat, mais qu'il touche évidemment au rapport entre christianisme et judaïsme et au rapport avec l'État d'Israël, l'islam et les Arabes. D'autant plus qu'il y avait déjà une forte tension. Nous sommes à l'époque du concile Vatican II et on discute de ce qui deviendra l'encyclique, enfin, le document pontifical qui s'appelle Nostra Aetate, qui pose les rapports entre le catholicisme et les autres religions, c'est-à-dire avec le judaïsme et l'islam. Nostra Aetate. Et les églises orientales catholiques, c'est-à-dire les patriarches catholiques orientaux qui sont à Rome, sont farouchement hostiles à tout ce qui pourrait conduire à un rapprochement entre l'Église catholique et l'État d'Israël, en particulier sur la question de l'antisémitisme. Les patriarches orientaux ne veulent pas la suppression des mentions antisémites de la liturgie catholique, ce que néanmoins Vatican II fera, puisque bon, ils ont tué Jésus, etc. Et ça reste encore d'ailleurs tout à fait fort dans le christianisme oriental. Ces contenus religieux condamnant les Juifs en dépit des consignes de Rome. Avec des curiosités, je me rappelle un jour, un curé maronite qui j'avais entendu dire qu'ils avaient tué Jésus et qu'il avait déclaré ça à la radio saoudienne et les Saoudiens n'étaient pas contents du tout. Parce qu'il a oublié que dans le Coran, Jésus n'est pas tué. Donc ça fait partie des problèmes d'interprétation religieuse. Et donc, voilà, alors par ailleurs, donc le pape n'ira pas à ce moment-là, le pape n'ira pas au Yad Vashem, mais il déléguera son cardinal spécialisé dans les affaires orientales, le cardinal Tisserand Ovadia Hashem, qui allumera 6 cierges en mémoire de 6 millions de Juifs disparus durant la guerre. C'est une étape entre le catholicisme et le judaïsme. Donc finalement, le 6 janvier, au moment où le pape s'en va, l'Arabie saoudite fait connaître son accord et donc on a maintenant une unité arabe. Les seuls qui n'ont pas décidé de venir au sommet du Caire, c'est le Libanais Fouad Chehab. Mais ça, c'est normal. Fouad Chehab a eu comme règle totale, c'est le seul chef d'État à ma connaissance qui l'a pratiqué,
de refuser de quitter le territoire national durant tout son mandat. Donc, il n'ira pas en Égypte pour cette raison. Et le roi de Libye parce qu'il est souffrant. Alors, évidemment, cette amélioration du climat arabe permet d'améliorer les relations. Par exemple, la Jordanie et la République arabe unie rétablissent leurs relations diplomatiques. Et on voit la possibilité aussi dans ce sommet de trouver un accord sur le Yémen. Alors bon, là sur la photo, vous voyez entre autres côte à côte Salah, Nasser, le kéfier c'est Saoud, ensuite c'est le roi Hussein. Donc, et ils sont là, vous avez vu que d'ailleurs ils n'avaient pas besoin de micro à l'époque pour se parler. Il faut se rappeler qu'en dehors des pays du Golfe, ça c'est un souvenir perso, en dehors des pays du Golfe, il n'y a pas d'air conditionné dans ces régions, dans les années 60 et même années 70. L'air conditionné ne viendra massivement que dans les années 1980 au Levant. Alors, on fait des discussions à huis clos, c'est-à-dire donc le contenu est connu dans les heures qui suivent par la presse internationale, mais ça c'est habituel dans la région. Nasser s'exprime avec franchise sur un ton conciliant, insistant sur la nécessité de tourner le dos au passé et de préparer l'avenir en s'accordant des concessions réciproques. Alors on fixe le coût des détournements des eaux à 70 millions de livres sterling sur 8 à 12 ans. On souligne bien les rivalités interarabes. Le dossier palestinien est abordé dans toutes ses dimensions et on parle de la création d'une entité palestinienne qui ne serait ni un gouvernement ni un État. Alors le Koweït et l'Arabie saoudite promettent de financer les projets avancés par le sommet, implicitement un peu dans la relance du dossier palestinien. Ce serait pour les pays du Golfe le moyen de trouver une sortie honorable de l'impasse yéménite. Alors le seul radical au sommet du Caire, le premier sommet arabe, c'est le général Hafez, donc le représentant de la Syrie, qui parle de la nécessité de liquider l'agression sioniste par la force et de créer une entité palestinienne dirigeant la Cisjordanie et la bande de Gaza, rien que pour embêter les Jordaniens et les Égyptiens, bien évidemment. Ça, c'est la vieille règle. Et Choukaïri, qui à l'époque encore représentant de la Palestine à la Ligue arabe, lui répond qu'il n'est pas question de recréer le gouvernement de toute la Palestine, celui de Rajamin al-Husseini, qui a échoué. Alors on progresse aussi sur d'autres dossiers, comme la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, la recherche d'une solution viable à la question yéménite. Mais il faut bien comprendre que sur ce dossier, Saoud n'est plus qu'un porte-parole de l'Arabie saoudite, puisque le pouvoir réel est aux mains de son frère Faisal, qui, lui, est resté en Arabie saoudite. Alors, le 17 janvier, les résolutions sont adoptées. Droit au retour du peuple arabe de Palestine, avec la nécessité de permettre au peuple palestinien de s'organiser afin qu'il puisse participer à la libération de son pays et d'accéder à l'autodétermination. Autrement dit, créer une entité palestinienne. Et on parle d'un doublet sur le modèle algérien, puisque l'Algérie avait une organisation politique, le FLN, et une organisation militaire, l'ALN, l'Armée de libération
nationale. On crée aussi un commandement militaire arabe unifié et on prépare le lancement des travaux. On considère que les décisions sont contraignantes. Alors là, celui qui a le dossier palestinien en main, c'est Choukaïri, dont j'ai déjà parlé, représentant de la génération intermédiaire entre la fin du mandat et la période révolutionnaire. Et dès le 20 janvier, Choukaïri déclare « Nous n'envisageons qu'une solution, la libération des territoires spoliés grâce aux efforts des Palestiniens eux-mêmes et au soutien des autres pays amis. L'organisme palestinien ne prendra pas la forme d'un gouvernement, il n'aura aucune autorité constitutionnelle. » Alors bon, le Haut Comité arabe de Haj Amin al-Husseini essaye de s'y opposer, d'où des polémiques de presse, mais maintenant, Haj Amin apparaît comme une figure du passé. Du côté israélien, on minimise la menace, où on affirme avec force qu'on terminera bien le réseau d'adduction d'eau. Alors, chacun s'accuse mutuellement de porter l'attention. Les Israéliens accusent les Arabes de porter l'attention sur la question des eaux, tandis que les Égyptiens accusent les Israéliens de créer de la tension à propos du programme balistique égyptien, qui est très nettement surévalué, et surtout le programme nucléaire israélien, symbolisé par la centrale de Dimona. Alors, le problème, si vous voulez, c'est, j'ai déjà expliqué que quand vous vous lancez dans du nucléaire militaire, la phase dangereuse, c'est la phase qui précède l'acquisition du nucléaire, parce qu'on va peut-être essayer de vous en empêcher. Et les Israéliens raisonnent un peu de la façon dont ils raisonneraient s'ils étaient arabes. S'ils étaient arabes, ben, ils attaqueraient Israël tout de suite pour détruire la centrale de Dimona. Et donc, ils essaieront d'éviter cela. Donc, c'est un facteur de tension. Et le nucléaire devient incontestablement, à partir de 1964, un facteur de tension supplémentaire. Alors, d'autant plus que Dimona est dans le Negev, donc pas très loin de la frontière égyptienne. Alors, la France, elle, dans le dossier, elle continue à vouloir contrôler l'accès israélien à l'uranium enrichi, indispensable pour faire de la bombe, exactement comme aujourd'hui, on parle de l'Iran et de l'accès à l'uranium enrichi. Mais en même temps, il faut dire que notre ministre français des Affaires étrangères, Claude de Murville, est assez cynique sur le dossier. C'est ce qui déclare, il avait déclaré le 25 mai 1963, donc il y a quelques mois avant, à Kennedy. Les Israéliens pourraient tout au plus produire un ou deux détonateurs qui ne pourraient être considérés comme une véritable arme de guerre. Cela entraînerait des troubles au Moyen-Orient, mais il n'y aurait pas là une véritable menace pour la survie de l'espèce humaine. Donc, bon, ils peuvent l'utiliser, ça fera boum, ça fera quelques centaines de milliers de victimes, mais l'humanité s'en sortira. Voilà à peu près le raisonnement de Maurice Claude de Murville. Et la politique américaine est toujours essayer de garantir le statu quo en pensant que s'il garantit le statu quo, ça limite les risques de guerre, donc de l'usage du nucléaire. Alors, c'est dans cette période, 62-63, que la France a donc imposé un contrôle sur l'uranium et le plutonium à destination
d'Israël. Et en 1962 aussi, De Gaulle a ordonné, et enfin a été obéi, surtout parce que ça fait longtemps qu'il avait ordonné, mais il n'avait pas été obéi, de mettre fin aux discussions franco-israéliennes au niveau des états-majors pour une participation française dans une guerre israélo-arabe. Et donc c'est fait en novembre 1962. Là, vous avez une correspondance américaine entre Jean Soutou, qui est donc le directeur du département Afrique et Moyen-Orient à NMO, pas NMO, Afrique Levant à l'époque, aux Américains, donc sur le dossier nucléaire et sur la fourniture de l'uranium. Et vous voyez donc, je vais vous lire le texte pour ceux qui comprennent l'anglais administratif. Et en fait, les Israéliens vont doubler Dimona. C'est-à-dire qu'à proximité de Dimona, ils vont créer une usine de retraitement du matériel nucléaire souterraine. Et donc, quand il y aura des visiteurs américains pour vérifier que Dimona n'a pas d'ambition militaire, ils n'auront pas connaissance du secteur souterrain et donc diront mais il n'y a pas de travail militaire à Dimona. Alors, comme on prête toujours les mêmes attentions aux autres, quand les Irakiens feront quelques décennies plus tard la centrale dite aux Irak, ce seront les mêmes ingénieurs, enfin les mêmes entreprises françaises qui ont fait Dimona qui feront aux Irak. Donc c'était à peu près les mêmes plans. Donc pour les Israéliens, c'était facile. Mais les Israéliens déclaraient qu'il y avait une usine souterraine aux Irak, parce qu'il y en avait une à Dimona, mais il n'y en avait pas en Irak. Bon, voilà, c'est une anecdote, mais tout à fait intéressante. Alors, il y a le fait qu'en fait, discrètement, les Israéliens achètent en Argentine en particulier du matériel nucléaire pour l'enrichir, pour passer outre au contrôle français. Alors, les différents services de renseignement français et américains sont évidemment bien au courant des manœuvres israéliennes, mais il y a une volonté française et américaine de ne pas rendre public ces dossiers pour éviter de créer de la tension supplémentaire. Alors, le lendemain de sommet, rétrospectivement, pour les bons analystes de la région, comme quelqu'un comme Malcolm Kerr, par exemple, le premier sommet arabe du Caire est une date essentielle. Parce que, en quelque sorte, en acceptant la création d'une entité palestinienne, les États arabes renoncent à un projet unitaire de fusion des territoires arabes, des pays arabes, en un seul pays. Bien que la question de l'avenir de la Palestine ne soit pas tranchée. Est-ce qu'il y aura ou non un État palestinien le jour où la Palestine sera libérée? C'est une question qui reste ouverte. Il faudra attendre la fin des années 70 pour qu'elle soit réglée. Donc c'est néanmoins une question, un moment essentiel dans l'histoire du nationalisme arabe. C'est un peu l'abandon au projet d'union arabe, d'unité arabe, même s'il y aura encore tout un paquet d'unités arabes entre deux ou différents pays, mais ce sera largement fictif dans les années 1970. Alors, le discours de Nasser est toujours tout à fait
ambigu, puisque, par exemple, dans ses déclarations à la presse internationale, il laisse entendre que la guerre avec Israël était inévitable et insiste sur le droit au retour des réfugiés palestiniens. Et en même temps, il attaque Israël comme étant expansionniste, voulant créer un empire du Nil à l'Euphrate. Donc le ton est là offensif et en même temps défensif. Alors, cette histoire d'un empire israélien du Nil à l'Euphrate, c'est une vieille histoire, si j'ose dire, puisque ça renvoie à un texte biblique. Alors, jamais, évidemment, les Israéliens. Alors, oui, en plus, il y avait un problème d'interprétation du texte biblique, parce que le texte biblique dit du fleuve d'Égypte. Et les exégètes ne savent pas si c'est le Wadi El Arish, donc dans le Sinaï, ou le Nil, qui fait référence dans la Bible. Alors, il y a bien eu un rabbin en 1947 qui a déclaré que le futur État d'Israël devrait aller du Nil à l'Euphrate, mais ce n'a jamais été la doctrine officielle de l'État d'Israël, qui se présente toujours comme étant défensif et non pas offensif. Mais il y aura un bobard qu'on va continuellement reprendre dans la presse arabe jusqu'à aujourd'hui, que devant la Knesset, il y a une carte représentant un État d'Israël du Nil à l'Euphrate. Il y a énormément de gens dans la région qui sont persuadés de l'existence de cette carte. Alors l'ambiguïté nassérienne, elle est là, il évoque une guerre tout en se tenant à une stratégie défensive en fonction du rapport de force, en disant il y aura bien une guerre, mais je ne peux pas passer à l'offensive avant d'avoir modifié les rapports de force. Donc, disons pour être gentil, que pour certains, ça apparaît renvoyer ça au calendrier grec, le jour où les rapports de force seront modifiés, d'autant plus que les Américains essayent justement de maintenir un rapport de force équilibré. Et en même temps qu'il dit ça, qu'il y aura une guerre, mais plus tard, il fait dire par ses diplomates que la question palestinienne est toujours in the icebox, dans la glacière. Hein? Donc on est sur une main gauche qui ignore ce qu'est fait la main droite, et inversement. Et qu'en fait, son discours est surtout un moyen de contrôler la situation pour empêcher que la situation dégénère. Alors, le problème de l'attitude américaine, c'est le président Johnson, le nouveau président des États-Unis, qui n'a pas encore été réélu, enfin, il était l'ancien vice-président de Kennedy, donc il termine la mandature Kennedy avant des élections de novembre 1964. Johnson a été un très grand manœuvrier parlementaire, au point que le volume consacré à la grande biographie de Johnson, qui n'est pas terminée, qui fait déjà plusieurs volumes, le volume consacré aux années 50 s'appelle Master of the Senate, le maître du Sénat, hein, pour montrer combien Johnson, dans les années 50, était un personnage puissant au Sénat des États-Unis. Et donc, Johnson, en 56-57, avait été extrêmement pro-israélien lors de la crise de Suez, ce qui avait amené des affrontements avec Eisenhower et Foster Dulles, qui accusaient le Congrès des États-Unis de trahir l'intérêt national américain. Et au lendemain de la mort de Kennedy, Johnson avait déclaré à un diplomate israélien: « Vous avez perdu un très grand ami, mais vous en avez trouvé un meilleur. » Alors, des remarques faites par le président américain le 6 février 1964 lors d'un dîner du Weizmann Institute of Science, un dîner pour lever des fonds pour le Weizmann Institute of Science, met de l'huile sur le feu.
puisque Johnson évoque l'importance de l'eau pour tous les pays du monde et parle d'une coopération à venir avec Israël pour l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la désalinisation de l'eau de mer, ce qui est le prétexte avancé par Israël pour développer son programme nucléaire. Alors, il faut se rappeler que dans les années 50 et même largement dans les années 60, le nucléaire, c'est chic, c'est beau, on est pour. On a d'immenses projets avec le nucléaire. On pourra aplanir des montagnes en utilisant des explosifs nucléaires. On aura des tas de projets, etc. Et comme la question de l'eau est déjà une question essentielle, on projette, ce qui ne se fera jamais, une idée d'une jonction entre l'industrie, la production d'énergie par le nucléaire et la désalinisation de l'eau de mer, parce qu'il faut beaucoup d'énergie, surtout à l'époque, pour les premières centrales de désalinisation de l'eau de mer. Ça consomme alors énormément d'énergie, beaucoup moins aujourd'hui, parce que depuis 60 ans, il y a eu d'énormes avancées technologiques dans la désalinisation et la consommation d'énergie a nettement chuté dans ces programmes. Alors en fait, personne de sérieux à l'époque peut considérer que des centrales nucléaires permettraient d'alimenter des usines de désalinisation. Les coûts seraient absolument énormes. Mais en tout cas, ça fait chic et donc ça plaît à beaucoup de monde. Alors, dans ce contexte, les Israéliens reprennent toujours l'argument qu'ils ont utilisé avec Kennedy, la nécessité de fournir à Israël de l'armement américain et aussi de se procurer des missiles capables de porter des têtes nucléaires. Alors ça, les Américains, ils n'apprécient pas beaucoup cette idée. Bon, les Israéliens vont plutôt négocier la question des missiles avec les Français, puisqu'à l'époque, pour rappeler, la France reste toujours, et de très loin, le premier fournisseur d'armement à Israël. Alors les Français laisseront courir le dossier, mais ils n'iront pas plus loin. Je vous le signalais déjà, même chose, les Égyptiens, un peu plus tard, feront la même demande auprès de la France pour des missiles balistiques, ou plus exactement ce qui manque essentiellement au programme balistique égyptien, c'est-à-dire des gyroscopes pour guider les missiles. Et là aussi, les Français refuseront de fournir les gyroscopes, ce qui rend pratiquement inefficace le programme balistique égyptien par ce manque de technologie. Les Russes ne fournissant pas non plus aux Égyptiens les gyroscopes demandés. Alors, 1964, comme vous savez, c'est une année bissextile, donc en dehors des Jeux Olympiques, vous avez les élections présidentielles américaines. Donc, le dossier israélien est évidemment porteur dans la lutte électorale, et ainsi les Américains acceptent de remplacer en mars 1964 la mention Jérusalem-Palestine sur les visas accordés par le consulat général à Jérusalem par le seul Jérusalem. Voilà, donc on fait disparaître en 1964 la mention de Palestine sur les visas, ce qui fut une des dernières disparitions du mot Palestine dans le système diplomatique américain.
Alors, les Américains voudraient bien arriver à un accord tacite ou écrit sur la limitation des armements, mais en réalité, ils sont de plus en plus impliqués dans cette course aux armements entre l'Égypte essentiellement et Israël. Alors, certains amis égyptiens m'ont expliqué que jusqu'à la guerre du Yémen, c'est-à-dire jusqu'à 62, entre 60 et 62, il y a probablement parité d'armement entre l'Égypte et Israël, mais qu'à partir de la guerre du Yémen, malgré les efforts considérables d'armement de l'armée égyptienne, l'écart s'accroît parce que justement l'armée égyptienne est trop occupée par l'affaire yéménite. Et Nasser avait toujours affirmé de son côté aux Américains qu'il n'y aurait jamais d'armement nucléaire égyptien, d'abord parce que ça coûte trop cher et que l'Égypte n'en a pas les moyens, et ensuite parce que utiliser l'arme nucléaire contre Israël est totalement stupide, vu la taille de l'État hébreu. L'utiliser l'arme nucléaire contre Israël, ça ferait 1 million d'Arabes tués, voire plus. Ce qui n'est pas faux, loin de là. Et ce qu'on oublie toujours dans l'affaire entre l'Iran et Israël, c'est que l'Iran est beaucoup plus vulnérable à une attaque nucléaire israélienne qu'Israël ne l'est d'une attaque iranienne. Ce qui ne veut pas dire que les Israéliens n'ont pas peur de cet armement nucléaire. Alors, toujours le problème avec Nasser, c'est quand il exprime de façon raisonnable avec les Occidentaux, il fait le contraire devant l'audience arabe et donc maintient toujours son ton militant. Alors, il y a eu une petite modification. Dans les discours de Nasser, vous avez toujours une liste complète des succès du régime depuis sa création, avec en particulier la grande victoire de 1956 à Suez. Ça revient à peu près de façon permanente. On peut sauter tout le passage dans le discours, parce qu'on sait que c'est toujours à peu près le même. Mais cette fois, il y a des petites modifications en 1964. Il parle de l'agression britannique. Les Français disparaissent du dossier Suez dans le discours nasserien. C'est qu'en fait, Nasser, en 1964, concentre ses attaques sur ce qui reste de la présence occidentale militaire dans le monde arabe, c'est-à-dire la base américaine en Libye, Willows Field, et la base britannique d'Aden dans l'océan Indien, à proximité de la mer Rouge. Alors ça agace les Américains parce que Willows Field en Libye fait partie du dispositif du Strategic Air Command, le SAC, qui, vous devez tous le savoir ici, le SAC, c'est la partie aérienne de la dissuasion nucléaire américaine. Voilà. Donc, quand vous êtes en situation DEFCON 2, les avions du SAC prennent l'air et se dirigent vers l'Union soviétique sans encore passer la frontière, parce que là, c'est DEFCON 1, Defense Control, pour ceux qui ont vu les films américains sur le sujet. Mais il est vrai aussi que la progression dans le début des années 60 du matériel balistique diminue l'importance stratégique de l'aviation en matière nucléaire, puisqu'on est entré dans les longs discours sur les missiles intercontinentaux. Alors,
je souhaite bon courage à tous ceux qui un jour feront des études ici de relations internationales sur les discussions militaires entre l'Union soviétique et les États-Unis, parce qu'il y a des kilomètres de papier sur les variations des différents matériels intercontinentaux, les ICBM, etc. Et j'avoue que c'est pratiquement illisible pour les non-spécialistes. Et même d'ailleurs pour les diplomates américains ou soviétiques qui négociaient les accords, il y en avait beaucoup qui ne comprenaient pas vraiment de quoi il s'agissait. Et donc la pression que l'Égypte fait sur la Libye amène la monarchie libyenne à accepter le principe d'un retrait des Américains de Wellsville, mais dans le temps imparti par les accords entre la monarchie et les États-Unis. Pour mémoire, ce sera sous Kadhafi en 1971 que les Américains évacueront Wellsville, et ce sera donc la dernière base militaire occidentale dans le monde arabe et sur la rive sud de la Méditerranée. D'où le fait, je l'ai déjà expliqué, puisqu'il n'y a plus de base militaire occidentale sur la rive sud, la ligne de défense est la 6e flotte américaine jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez de nouveau des bases militaires occidentales, mais c'est dans le Golfe et accessoirement en Syrie et en Irak. Mais ça, c'est lié au conflit postérieur. Alors, il y a aussi les problèmes de Chypre. Chypre est très intéressant parce que les progressistes arabes, dans cette période, soutiennent les Grecs à Chypre. Donc, ça augmente la tension entre les pays arabes et la Turquie. Mais vous n'avez absolument pas, dans les années 60, de solidarité confessionnelle au nom de l'islam entre les Turcs chypriotes et les Arabes. Au contraire, vous avez des relations anciennes entre les nationalistes chypriotes et les services secrets arabes, ou en tout cas égyptiens. Puisqu'on a dit qu'en 1956, Nasser avait attendu d'avoir les informations fournies par les Oka, donc les nationalistes grecs chypriotes luttant contre les Britanniques à Chypre, pour savoir l'état des forces à Chypre, enfin des forces britanniques à Chypre, avant d'annoncer la nationalisation de la compagnie du canal de Suez, ce qui montre l'imbrication entre les nationalistes grecs et les Arabes dans cette période des années 50 et 60. Alors, les Turcs se plaignent à l'OTAN que l'Égypte soutient les Grecs, qui font aussi partie de l'OTAN d'ailleurs, mais ça c'est un autre problème que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Alors, la situation est plus embêtante pour les Occidentaux, surtout pour les Britanniques évidemment, c'est Aden. Un Front national de libération, FLN, s'est formé à partir d'éléments divers, militants qui s'étaient réfugiés chez les républicains yéménites, travailleurs d'Aden, intellectuels dont beaucoup viennent du mouvement des nationalistes arabes. Et donc le FLN yéménite, enfin en Arabie du Sud, à Aden, mais commence à s'étendre à l'Arabie du Sud, est très à gauche par rapport aux habituels mouvements nationalistes arabes. Et on a donc un jeu assez amusant, si j'ose dire, ou de réciprocité. Les Égyptiens, à partir du Yémen, soutiennent la guérilla contre les Britanniques en Arabie du Sud, mais les Britanniques en Arabie du Sud soutiennent la guérilla contre les Égyptiens au Yémen du Nord. Alors,
on fait venir des mercenaires, en particulier français et britanniques, des anciens SAS, pour encadrer les royalistes au Yémen au Yémen du Nord contre les Égyptiens. Et c'est les mercenaires qui font la liaison entre Israël, les royalistes et les Britanniques, puisque officiellement, le gouvernement britannique ne connaît pas du tout l'existence de ces mercenaires. Il ne les a jamais rencontrés. Même si le gendre de Macmillan est celui qui négocie la question des mercenaires avec les Saoudiens. Alors, en mars 1964, les Égyptiens, énonçant un droit de suite, donc typiquement colonial, bombardent un village frontalier yéménite, Non, c'est l'inverse, pardon. C'est l'aviation britannique qui bombarde un village frontalier yéménite, provoquant une condamnation à l'ONU, ce qui provoque des tensions supplémentaires. Alors, on étoffe les mercenaires en utilisant des mercenaires français qui sont très bien, et belges, parce que comme ils ne sont pas britanniques, ça permet de dire qu'on les connaît encore moins que d'habitude. Donc on a le célèbre Bob Denard, qui a incarné pendant plusieurs décennies le mercenariat français, des anciens de l'OAS et toute une bande d'anciens des affaires congolaises. Enfin, ils ne sont pas anciens parce qu'ils pratiquent aussi le Congo à mi-temps. Alors évidemment, les Britanniques s'étaient un peu trompés parce qu'ils pensaient qu'ayant fait l'Algérie, les anciens de l'OAS parleraient très bien l'arabe avec les Yéménites. Bon, mais ça n'a rien à voir entre le dialecte yéménite et le dialecte algérien, n'ont rien à voir. Et donc ça, c'est un échec. Alors, ce qui amuse les Britanniques, c'est les Français, les mercenaires français, parce qu'ils alternent entre le Congo, où ils ont de l'alcool et des femmes, mais ils ne sont pas payés, et le Yémen, où ils n'ont pas d'alcool et pas de femmes, mais ils sont sûrs d'être payés. Donc ils font l'un et l'autre. Enfin, tout ça, c'est quelques dizaines de personnes, et les Égyptiens vont faire porter la cause de leur échec militaire au Yémen sur des mercenaires dont le nombre n'a jamais dépassé la centaine. Et ce sont plutôt des conseillers techniques donnant de l'entraînement aux forces royalistes qu'autre chose. Comme je vous l'ai déjà dit, on ne sait pas très bien, pour l'instant, ça n'a pas été étudié, quelle est la part française dans l'affaire, en dehors qu'on a certainement autorisé les mercenaires français à participer aux affaires yéménites, probablement qu'on a envoyé des armes via Djibouti, mais officiellement, il y a une politique de non-intervention. Et puis, comme j'ai dit, il y a les Israéliens dedans, et puis aussi les Iraniens qui sont dans cette affaire. Alors, les Britanniques soutiennent les royalistes, mais les Américains font pression sur les Britanniques pour qu'ils cessent de soutenir les royalistes. C'est un peu compliqué, mais c'est la région. Alors, pendant ce temps-là, une nouvelle épreuve de force en Arabie Saoudite entre Faisal et Saoud. Et cette fois, donc, Faisal, qui dispose du soutien de la famille, décide de déposséder Saoud de tous ses pouvoirs. Même chose pour les princes libres saoudiens, qui voulaient une monarchie constitutionnelle, mais évidemment pas une république, ce qui conduit les conduit à se brouiller avec les Égyptiens
et donc un peu penauds, les princes libres sont obligés de rentrer en Arabie Saoudite et faire des déclarations à la radio expliquant qu'ils ont eu de mauvaises idées. Alors, ils vont être d'un côté privés de la succession, dans la ligne de succession par le seignorat au trône d'Arabie Saoudite, mais d'un autre côté, ils auront des indemnités financières pour être revenus du bon côté. Alors, les plus célèbres, c'est Talal, évidemment, qui, pour le reste de sa vie, sera dans le business et surtout dans la philanthropie. Il sera un des très grands philanthropes de la fin des années, enfin du XXe siècle. Et vous savez que son fils, Walid, est un des grands fortunes mondiales. Il avait été vexé il y a quelques années parce que le journal Forbes lui avait attribué une fortune de 20 milliards de dollars. Il avait estimé qu'il en pesait plus. Donc il était prêt à faire un procès. Mais bon, Talal est mort en 2018. Alors, Nasser, en 64, fin avril 64, sera au Yémen, et dans ses discours, met pratiquement la lutte pour la libération de la Palestine et celle du Yémen du Sud sur le même plan. Mais on reste toujours bloqué, évidemment, sur la question du retrait égyptien qu'exige l'Arabie saoudite contre éventuellement reconnaissance d'une république yéménite. Alors, les atermoiements de Nasser au Yémen, évidemment, exaspèrent les Américains qui attendent toujours cette évacuation de... Alors là, vous avez Salal, donc le maréchal yéménite, Nasser et Amer, lors de la visite au Yémen de Nasser le 1er mai 1964. Au Kurdistan, il y a toujours le problème avec Barzani, Mollah Mostafa, avec son uniforme typiquement kurde. Il a abandonné le style armée rouge qu'il avait dans les années précédentes. Et Barzani est prêt à accepter un programme de décentralisation administrative qui n'irait pas jusqu'à l'autonomie, ce qui a conduit à une révolte des éléments de gauche du PDK, représenté par Jalal Talabani. Et donc la jeunesse éduquée qui forme les cadres du PDK s'en prennent aux conservateurs tribaux qui les traitent progressivement, qui les traitent d'athées. Et donc, en l'été 64, Mollah Mostafa remporte l'épreuve de force et exclut les progressistes du parti. J'ai déjà dit, je n'ai jamais compris pourquoi les Irakiens, enfin les Kurdes, appelaient le PDK le parti, avec le mot français dedans, ou éventuellement anglais. Mais je pense que c'était plutôt tiré du français. Mais la constitution provisoire de l'Irak, le 3 mai 64, est très décevante. L'Irak est une république socialiste démocratique. Le socialisme irakien est fondé sur la tradition islamique et sur la foi en la fraternité arabe. Le maréchal président dispose de tous les pouvoirs. Il n'y a pas de reconnaissance des Irakiens, enfin des Kurdes irakiens, en tant que tels. Alors, nous allons faire une pause, parce que je crois que c'est l'heure, et nous continuerons
sur ces épisodes. Bien, nous allons pouvoir reprendre. Donc, je vous avais laissé sur l'Irak du maréchal président Arif, qui un peu essaye de se calquer sur le modèle nassérien dans une stratégie qui pourrait conduire à une unité avec l'Égypte. Donc, on essaye de se doter d'un parti unique, l'Union socialiste arabe, comme en Égypte, mais ça ne donne rien. Ce parti sera divisé en factions et n'aura aucune véritable force dans le pays. Alors, il y a une politique toujours très à gauche qui est représentée par le Premier ministre Taher Yahya, qui est un ancien officier, quelqu'un de Tikrit, là encore, l'un des anciens officiers libres de 1958, et qui mène une politique de nationalisation des banques et des grandes entreprises sur le modèle égyptien. Mais de toute façon, la principale ressource du pays, c'est le pétrole, qui est toujours, pour l'essentiel, géré par l'Iraq Petroleum Company, l'IPC, dont je rappelle que c'est un consortium de compagnies anglaises, américaines et françaises, puisque depuis les années 1920, la France a 23,75% de l'IPC par le biais de la compagnie française des pétroles, que vous connaissez sous le nom de sa marque de distribution, qui est Total. Alors, Arif s'est toujours présenté comme un musulman pieux. Il accepte volontiers la suppression d'un certain nombre de mesures progressistes considérées comme contraires à la religion. Mais contrairement à Nasser, il n'arrive pas à contrôler les institutions religieuses irakiennes. Nasser contrôle très étroitement El-Azhar en Égypte, ce qui n'est pas le cas de Arif, qui doit faire face aux grands religieux chiites de Najaf et Karbala, qui condamnent les mesures socialistes comme attentatoires à la propriété privée consacrée par la loi islamique. Donc, même si le maréchal président se voudrait unitaire arabe, il sait très bien que l'Irak ne peut pas suivre à cause de l'opposition des Kurdes et des chiites. Et d'ailleurs, c'est un peu l'enjeu de la lutte avec le parti Baas, qui, lui, maintient un discours arabe socialiste unitaire. Et le pouvoir utilise les ulama chiites, sunnites, ou les religieux irakiens en général, pour proclamer le djihad contre le régime bassiste en Syrie. Et donc, chacun accuse les autres de complot, dont une partie sont certainement vraies, puisqu'on passe son temps à comploter dans la région. Alors, on attribue ça en général aux impérialistes, à la franc-maçonnerie, au sionisme, à la CIA. Enfin bon, vous avez toute la liste. Je peux la tenir. On peut même ajouter le Lions Club, mais il ne faut pas le dire. Non, c'est le Rotary Club, qui fait partie de la liste des comploteurs. En dehors des convictions propres, Arif joue aussi la carte religieuse comme trait d'union entre Arabes et Kurdes, qui sont sunnites, mais ce n'est pas vraiment probant. Et puis, il y a l'offensive politique et diplomatique de l'Iran du Shah, qui est très heureuse, l'Iran est très content, le Shah est très content de se débarrasser de Kennedy,
qui avait exigé des mesures de démocratisation en Iran. Et il avait marqué le coup en n'envoyant pas de télégramme de condoléances à la mort du président Kennedy, tout en envoyant un télégramme de félicitations à Johnson pour la succession, ce qui avait été évidemment remarqué. Alors, janvier 1964, le Shah entretient une correspondance avec Johnson pour l'avertir du danger que représente Nasser, qui accumule les armes soviétiques. Et il parle de subversion nassérienne dans la région du Khuzestan, c'est-à-dire le long du Châtel arabe, en Iran, qu'on appelait jadis l'Arabistan. Si les gens qui se rappellent des cours des années précédentes, c'est le premier Shah Pahlavi qui avait mis fin à l'autonomie des chers arabes de l'Arabistan dans les années 1920. Et puis, il y a toute la question du Golfe derrière. Alors, Johnson a une vision totalement différente de Kennedy des affaires du tiers-monde. Il considère qu'on ne doit pas prendre le tiers-monde comme une vision globale, comme Kennedy, mais traiter dossier après dossier par des rapports bilatéraux. Et du coup, l'Iran lui paraît plus important. De plus, assez rapidement, le Shah a compris la nécessité de soutenir la politique américaine au Vietnam. Et alors, c'est tout le problème du tiers-monde, en fait, parce qu'en dehors de l'Inde, le tiers-monde n'a pas beaucoup de démocratie pluraliste. Et finalement, vous avez des dictatures progressistes et des dictatures conservatrices, plus qu'autre chose. Et les Américains des années 60 ont tendance à soutenir des pouvoirs militaires comme barrage contre le communiste et éventuellement comme producteurs de modernisation. Selon l'adage prêté à Franklin Roosevelt à propos des Somoza, mais ce serait probablement à tort, c'est un salaud, mais c'est le nôtre. Somoza may be a son of bitch, mais he's our son of bitch. En tout cas, ça exprime bien la politique américaine. Et l'adage sera repris régulièrement par d'autres. Alors, cette caricature, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est des années 60, mais elle est toujours d'actualité, puisqu'on voit un dictateur militaire imposé par les Américains qui explique qu'il n'y a pas de danger de subversion du régime démocratique, étant donné qu'il l'a supprimé. Donc, je la trouve assez bonne. Bon, en Égypte, Nasser fait un peu de libéralisme en libérant des frères musulmans, montrant donc qu'il est sûr de son pouvoir. Mais la question se tourne plutôt vers la Syrie, où vous avez d'abord, au début de 1964, une grève générale des commerçants contre la politique économique du Baas. Cette grève des commerçants est soutenue par les pro-nassériens. Alors, le gouvernement fait des concessions verbales pour concilier les intérêts privés et la politique socialiste. Mais le drame syrien va commencer à s'enclencher en avril 1964, dans la ville de Hama, en Syrie centrale. Il y a un soulèvement, semble-t-il, spontané à la suite de l'emprisonnement pour un an d'un élève qui avait exprimé son hostilité au Baas, et les mosquées de Hama appellent la révolte contre le sécularisme du pouvoir bassiste.
et le soulèvement s'étend à une partie du pays. Et le pouvoir réplique extrêmement durement, en particulier en bombardant Hama et les mosquées. Donc c'est le premier soulèvement de Hama en avril 1964 qui va enclencher le cycle terrible qui conduira aux événements de février 1982, où il y aura plus d'une quinzaine de milliers de morts à Hama dans le soulèvement de 82. Moi, quand je me baladais en Syrie dans ces années-là, avant février 82, de temps à autre, on disait « Ne passez pas par Hama, c'est interdit, parce qu'il y a des violences. » Alors, bon, il y a évidemment des relations historiques compliquées, puisque Hama était une ville tenue, entre autres, par les grands propriétaires fonciers qui utilisaient une main-d'œuvre alaouite et dans leur exploitation agricole. Donc, on a dit que les Alaouites soutenant le Bas contre les gens de Hama, il y avait une espèce de lutte de classe qui recoupait les questions religieuses. Mais en tout cas, c'est bien à ce moment-là que Hama devient la base des frères musulmans qui sont devenus les seules forces d'opposition efficaces contre le Bas en Syrie. Et donc, on estime qu'il y aura entre 100 et 300 morts dans les événements d'avril-mai 1964 en Syrie, mais surtout, c'est la marque que le conflit interne en Syrie est en train de prendre des dimensions religieuses et confessionnelles. Et le bombardement des mosquées historiques a fortement impressionné la population. Alors, le général Hafez démissionne de la présidence du Conseil du ministre pour apaiser un peu la situation, ce qui conduit au retour de Salah Bitar, qui est plus modéré que l'équipe de gauche. Et donc, on pense que la victoire a été gagnée par la partie modérée du parti. Et la constitution syrienne du 25 avril 1964 maintient le nom de République arabe syrienne et insiste sur les points essentiels que le chef de l'État est de religion musulmane, très largement sous-entendu sunnite, mais ce n'est pas marqué en tant que tel, et que la jurisprudence islamiste, le fiqh, est la source de la législation. Mais en même temps, on insiste sur la vocation socialiste du pays. Alors, on peut opposer ça à la Constitution de la République arabe unie du 25 mars 1964, qui marque le rôle dirigeant de l'Union socialiste, mais qui fait de l'islam la religion de l'État, même à l'époque nassérienne. Alors, le 8e congrès du Parti basse syrien en avril 1965 adoptera deux décisions essentielles. La première est de faire de l'armée et de la police des armes idéologiques, c'est-à-dire non seulement contrôler le pays, mais d'en faire l'instrument de la révolution. Donc l'armée et la police sera recrutée dans les éléments fiables de la population, les classes populaires, la petite bourgeoisie, mais évidemment beaucoup chez les minoritaires. Donc on accroît la confessionnalisation du système. Et on a donc un début de réhomogénéisation de l'armée syrienne, mais sur une base confessionnelle, ce qui est évidemment dangereux pour le pays. Et puis, vous avez aussi l'opposition entre le commandement national du parti, représenté par Michel Aflaq, qui est national, ça veut dire Kaoumi, c'est-à-dire l'ensemble des pays arabes,
et le commandement régional, tenu plutôt par la gauche du parti et par les militaires. Mais le commandement national, il n'a pas de base politique, tandis qu'il n'a que le prestige d'Aflaq, tandis que de l'autre côté, le commandement régional, il a l'armée syrienne. Alors, on a un autre discours qui va coûter très cher à la Syrie dans les années 60, qui est que c'est vrai qu'avec Israël, on n'a pas une parité militaire, mais on fera la guerre populaire à la vietnamienne et donc on pourra l'emporter. Vous avez un délire idéologique du parti Baas qui correspond dans une certaine mesure à la mise en place de milices fidèles au parti, mais qui ne correspondra à rien sur le plan militaire, comme on s'en apercevra en 1967. Et Nasser, le 1er mai 1964, marquera « Le peuple arabe en Syrie ne se taira pas devant le régime terroriste, devant le régime fasciste, et nous soutiendrons le peuple arabe en Syrie de toutes nos forces. » C'est sympathique pour l'unité arabe. Alors là, nous allons passer maintenant à un autre épisode qui va vous paraître, comment dire, vraiment appartenant à une autre époque. C'est le socialisme arabe et l'Union soviétique. Printemps 1964 va être marqué par la visite de Khrouchtchev en Égypte, mais qui est d'abord réponse à une tournée que le Premier ministre chinois Zhou Enlai a fait en Afrique et dans le monde arabe. Il y a une rivalité maintenant sino-soviétique et les progressistes sont divisés un peu entre pro-chinois et pro-soviétiques. Mais au début de l'année, vous avez eu d'abord un séjour de Ben Bella en Union soviétique, qui s'est fait traiter de camarade, qui a promis de maintenir son pays sur la voie du socialisme. Donc il reçoit d'abord le prix Lénine de la paix, 1964, et ensuite l'honneur suprême accordé par l'Union soviétique, qui est de héros de l'Union soviétique. Jusque-là, il n'y avait que 3 non-soviétiques qui avaient reçu le titre de héros. C'était Ulbricht en Allemagne démocratique, Kadar en Hongrie et Fidel Castro à Cuba. Mais Ben Bella avait prévenu qu'il faisait du socialisme arabe et pas du soviétisme et qu'il n'était pas question de faire de la propagande pour l'athéisme. Là, vous avez une très bonne caricature, toujours de l'époque, sur la façon dont le tiers-monde s'industrialise en fonction du neutralisme positif, c'est-à-dire une usine américaine, un équipement russe, un montage allemand et des objets, enfin des outils tchèques. C'est le fruit de notre bon savoir neutraliste, dit la caricature, mais qui est très profonde parce que vous avez en effet une concurrence entre les deux blocs sur la diffusion des technologies et que ça a été traditionnellement depuis le XIXe siècle, depuis l'époque ottomane aussi, le problème que les pays qui sont considérés comme en retard essayent d'acquérir la modernité en s'adressant à plusieurs producteurs de modernité à la fois. Donc, je rappelais, les Ottomans avaient une flotte à la britannique, une armée à l'allemande, une administration à la française et une gendarmerie à la belge. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à faire fonctionner les 4 à la fois, en même temps. Et c'est en général, donc, quand vous mettez des matériels soviétiques avec du management américain, ça ne marche pas. Et ainsi de suite. Mais c'est typique de cette situation. Alors, dans le discours, si on est gentil, soviétique, on avait vu dans les révolutions arabes au départ l'action de la bourgeoisie nationale désireuse
de se débarrasser de la domination impérialiste. Donc il y avait convergence d'intérêts. Et Nasser avait bien joué sur cette politique qui consistait à essayer de maintenir des bonnes relations avec les Américains tout en socialisant de façon croissante l'économie avec un discours neutraliste anti-impérialiste. Car la question essentielle de l'après-guerre, et surtout après la mort de Staline, est bien la suivante. Comment va se faire le développement du tiers-monde? Parce que tout le monde reconnaît qu'ils sont sous-développés. Donc, vous avez une méthode américaine qui est orientée vers le marché, vers la libre entreprise et le développement de la bourgeoisie, qui pourrait constituer une société civile, qui pourrait conduire à la démocratie, selon les théories de la modernisation. Et puis, vous avez la version soviétique qui est il faut construire des usines, créer une classe ouvrière qui ancrera le pays dans le socialisme. Mais donc le tiers-monde, il est soumis en quelque sorte à deux offres concurrentielles de modèles de développement. Les théoriciens socialistes, alors, parlent de démocratie nationale marquée par la défense de l'indépendance politique et économique, par la lutte contre l'impérialisme, le refus de céder des bases ou d'accorder des facilités stratégiques à une puissance étrangère. Reste la question de la nature sociale des régimes du tiers-monde. Et Khrouchtchev avait bien marqué ça dans sa première rencontre avec Kennedy à Vienne, 3 juin 1961. Qu'est-ce que c'est que le socialisme pour tous ces gens? Nasser, Nehru, Nkrumah, Sukarno, tous disent qu'ils veulent développer leur pays sur des lignes socialistes. Mais quelle sorte de socialiste est un Nasser qui maintient les communistes en prison? De son côté, Nehru ne favorise certainement pas le Parti communiste de l'Inde. Néanmoins, l'Union soviétique aide ces gens, manifestant ainsi sa politique de non-interférence. Et donc, à chaque fois qu'il y a des mesures de nationalisation, évidemment, l'Union soviétique approuve. Reste que la Chine communiste, Chine de Mao, fait concurrence idéologique et trouve que les soviétiques font trop de concessions dans le tiers-monde aux bourgeois. Donc, il y a un rappel à l'ordre de la sainte doctrine marxiste par Pékin qui condamne le révisionnisme soviétique, puisque dans le langage de la Chine populaire maintenant, l'Union soviétique est tenue par les révisionnistes, ce qui est une terrible injure dans la doctrine marxiste. Il faut renvoyer à la condamnation que Lénine avait fait du révisionnisme de Bernstein et Kautsky dans les années 1920. Donc révisionniste est une attaque. Alors de l'autre côté, évidemment, les soviétiques traitent les Chinois de gauchistes parce que Lénine avait traité le gauchiste de maladie infantile du communiste. Donc on est dans un corpus doctrinal où chacun se renvoie sur la pureté. Alors en 1963, la réflexion soviétique prend un tournant avec l'introduction du concept de voie non capitaliste de développement, ce qui permet de régler la question par rapport aux accusations chinoises. Donc, on peut maintenant avoir du socialisme en dehors du mouvement communiste, c'est-à-dire un socialisme sans dictature du prolétariat. Bon, tout ça, ça vous paraît très lointain, mais c'était essentiel dans les doctrines des années 60-70. Quand le Parti communiste français a abandonné le principe de la dictature du prolétariat, Louis Althusser a dit que c'était une trahison du marxisme. Donc, c'était vraiment des sentiments idéologiques, on peut dire de nature religieuse, au sens où le marxisme
peut être considérée comme une religion séculière, selon l'expression de Raymond Aron. Donc à ce moment-là, l'Algérie, la République arabe unie et la Syrie peuvent être entrées dans la catégorie de démocratie révolutionnaire du fait qu'ils ont des mesures socialistes et des bonnes relations avec l'Union soviétique sans avoir de communistes. Enfin, les communistes, ils sont plutôt en prison. Et dans la doctrine, on réfléchit toujours plus en essayant de comprendre le rôle de l'armée dans le tiers-monde. Donc les doctrinaires du Parti communiste soviétique expliquent que l'armée ne se présente pas comme une classe, mais on ne peut pas considérer que dans la mesure où l'armée est constituée de représentants de classes déterminées, chacun des militaires représente incontestablement les intérêts de la classe à laquelle il appartient. De la même manière, il serait inexact d'affirmer que l'armée dans les pays en voie de développement exprime automatiquement et intégralement les intérêts de la classe qui est au pouvoir. On a déjà dit ici qu'à l'étape du passage de la soumission coloniale à l'indépendance, le pouvoir politique peut s'arracher à son origine de classe et à un certain temps exister sans être le représentant des intérêts d'une classe déterminée. L'armée dans ces pays représente une force incontestablement plus indépendante que dans les pays capitalistes avancés. Elle n'est pas la somme arithmétique d'un certain nombre d'hommes issus de la paysannerie et de la petite bourgeoisie. Au service militaire, tous acquièrent une qualité nouvelle, se fondent dans un corps nouveau. Donc, la doctrine essaye maintenant de déterminer si l'armée ne peut pas se situer au-dessus des classes. Dans une société arriérée, l'armée devient un facteur de consolidation de la nation. Consciente de sa position unique, l'armée commence à cultiver son rôle d'avant-garde et de porteur d'une mission historique. De là, il n'y a qu'un pas pour qu'à l'étape suivante, elle prenne sur elle des fonctions d'arbitre suprême, de seule force au-dessus des classes, symbolisant la nation tout entière. Donc là, toute une doctrine. Alors pour ceux qui se connaissent en marxisme, ça renvoie entre autres aux écrits de Marx dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, sur le bonapartisme qui se situe au-delà des classes ou au-dessus des classes par abdication de la classe bourgeoise. Mais bon, tout ça nous paraît très lointain. Aujourd'hui, certains, ça rappelle simplement des souvenirs de jeunesse. En tout cas, Khrouchtchev arrive par voie maritime à Alexandrie le 11 mai 1964. Alors, il était un peu inquiet de savoir quel accueil il nous offrait. Et on lui fait un accueil à l'Égyptien avec d'immenses manifestations populaires, avec des millions de personnes qui l'applaudissent. Donc, il est particulièrement ému de ces manifestations spontanées de la population égyptienne, qui était probablement vraiment spontanée. Enfin, dire, il ne se forçait pas parce qu'il considérait que les Soviétiques étaient plutôt des amis. Reste qui sont là pour célébrer la fin des travaux de la première phase de construction du barrage. Et donc, il y a d'autres invités progressistes qui sont là. Alors là, vous avez Ben Bella, Khrouchtchev, Nasser et Arif. Alors ça, quand même, Arif qui a exécuté un paquet de communistes, ça passe mal auprès de Khrouchtchev, qui le traite de tueur de communistes. Mais enfin, ils sont tous sur les photos officielles. Et Nasser a réussi à faire une médiation entre le soviétique et l'Irakien qui permet, en termes diplomatiques, de dissiper les malentendus. Arif fait porter la responsabilité des massacres sur les bassistes qui ont été éliminés du pouvoir. Quant à Ben Bella, il a accusé les communistes algériens d'être restés sur les positions du Parti communiste français, partisan de la fusion avec la France. Et donc cette phrase que vous méditez, que Ben Bella explique à ce moment-là, « Nous avons combattu en Algérie au nom de la religion et avec l'aide de l'Égypte. » Et pas du tout du socialisme et du progressisme, contrairement à ce que les gens de gauche, enfin une certaine gauche
progressistes avaient apporté du soutien au FLN. Alors, dans son discours au Caire, Khrouchtchev s'en prend avec violence à l'impérialisme, assimilant les luttes de libération anticoloniale en Afrique à la guerre en cours au Yémen. Puis ensuite, on s'en prend à l'impérialisme britannique au Yémen du Sud. Et il explique que le détournement des eaux du Jourdain est un projet impérialiste. Le Jourdain est une rivière arabe, d'où protestation israélienne. Que le marque Éric Rouleau, un journaliste d'origine égyptienne, Éric Rouleau est un pseudo, l'Assemblée nationale, les journaux, la radio, la télévision ont en effet mis en évidence ces déclarations anti-israéliennes et anti-impérialistes, lui gagnant ainsi des sympathies accrues. Il est désormais le grand ami, l'allié, le frère de combat du président Nasser, et la révolution bolchevique est couramment qualifiée ici d'authentique, au même titre que celle qui instaura le régime égyptien actuel. Alors Nasser reprend l'historique de la rencontre entre le peuple égyptien et l'Union soviétique dans la lutte commune contre l'impérialisme. Alors, on a la cérémonie où Nasser et Khrouchtchev appuient ensemble le bouton au barrage, à Soie, pour ouvrir les eaux dans le canal de dérivation indispensable à la construction du barrage. Mais Arif fait un discours ensuite rempli de citations coraniques, ce qui déplaît au camarade premier secrétaire de l'Union soviétique. Alors, Khrouchtchev reçoit la plus haute décoration égyptienne et du coup, pris par l'émotion, le premier secrétaire accorde à Nasser et à Ramer les titres de héros de l'Union soviétique, sans prévenir le Politburo, sans avoir consulté le Politburo à Moscou, ce qui lui sera ensuite reproché, en trouvant que c'était une manifestation intempestive et qu'on a tendance à multiplier un peu trop les héros de l'Union soviétique à l'extérieur. Et en tout cas, le 16 mai 1964 à Aswan, Khrouchtchev déclare que l'Égypte est engagée dans la construction du socialisme. Alors là, c'est un socialisme au sens marxiste du terme. C'est donc l'étape qui précède l'avènement du communisme. Il faut bien être clair dans le sens des mots. Et le communiqué du 25 mai reprend aussi cette assertion. Autrement dit, l'Égypte de Nasser est maintenant assimilée aux démocraties populaires d'Europe centrale. Et donc appartient en quelque sorte au camp socialiste, puisque ni l'Union soviétique ni les démocraties populaires n'ont accédé encore au communisme. C'est l'étape suprême. Pour l'instant, ils sont encore au stade du socialisme. Or, au passage, on comprend pas très bien pourquoi le premier secrétaire s'en prend au Koweït. Il y a au Koweït un prince insignifiant arabe musulman, les impérialistes lui jettent des aumônes, lui, il vit richement, il vend les biens de son peuple, il le fait sans la moindre vergogne. Êtes-vous parvenu à un accord sur l'unité avec lui? Il est plus facile d'avaler quelques dizaines de kilos de sel que de parvenir à un accord avec lui, bien que vous soyez tous arabes et musulmans. Alors, évidemment, le Koweït va protester en disant que d'abord l'Union soviétique est un producteur de pétrole, enfin un exportateur de pétrole, ce qu'on oublie toujours. On voit toujours les producteurs du Moyen-Orient, mais dans toutes ces périodes jusqu'à la fin de l'Union soviétique et au-delà, puisque vous connaissez les problèmes actuels, l'Union soviétique et la Russie sont des pays exportateurs de pétrole sur le marché libre, c'est-à-dire occidental. Et d'autre part, à juste titre, le Koweït rappelle que les citoyens koweïtiens disposent d'un niveau de vie bien supérieur à ceux de l'Union soviétique un peu partout dans le monde.
ce qui est relativement facile, puisque à l'époque, le Koweït doit être le premier pays au monde au PNB par tête d'habitants, au moins pour les citoyens. Et c'était vrai. Bon, j'ai vécu au Koweït 10 ans après, et à l'époque, on parlait de socialisme émiral, parce que vraiment, quasiment tous les services publics étaient gratuits, y compris la médecine, etc. Et il n'y avait pas d'impôts en plus. C'était assez formidable. Mais ça n'a pas duré. Alors, donc, de son côté, l'Égypte approuve la coexistence pacifique, l'élimination de l'impérialisme, la libération des peuples. On met Chypre et de Yémen, l'Indochine sur le même sac. On rajoute le soutien aux Arabes de Palestine, les eaux du Jourdain, Cuba. Du coup, le responsable de l'administration Johnson qui gère le dossier égyptien, Robert Comer, qu'on connaîtra plus tard, surtout pour son rôle pour le Vietnam, fait remarquer à l'ambassadeur d'Égypte qu'est-ce qui reste de la glacière, vu toute la litanie qui est sortie. Et donc, ce voyage de Khrouchtchev, considéré comme un voyage historique, qui est monté en puissance, enfin montré partout dans les médias du monde communiste, pour marquer la popularité du premier secrétaire et le rôle secondaire de la Chine dans le tiers-monde, parce que c'est aussi l'enjeu, ce n'est pas simplement les États-Unis, c'est aussi l'Union, la Chine. J'ai un problème technique, une seconde. Voilà, donc on continue à coordonner en même temps, puisqu'ils sont là, l'Irak et l'Arabie saoudite, dans leurs activités. Alors maintenant, nous allons voir une naissance, la création de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Sommet arabe du Caire avait chargé Choukaïri de la mise en place de l'entité palestinienne, mais en termes particulièrement vagues. Et il va mettre toute son énergie à créer quelque chose en s'appuyant sur la dernière génération politique du mandat et en captant la montée du sentiment national palestinien. Donc il affirme, et ça c'est important, l'existence d'un peuple palestinien et non pas d'un peuple arabe de Palestine, quitte à mettre de côté le statut à venir de l'entité palestinienne, État ou part d'un grand ensemble arabe unifié. Il fait donc la tournée des pays arabes pour obtenir le soutien à sa cause. À Damas, on est d'accord, mais on lui rappelle que la Palestine, ça n'existe pas. Ça s'appelle la Syrie du Sud. C'est une vieille histoire. Pour ceux qui se rappellent les cours des années précédentes, le terme de Syrie du Sud avait été utilisé par les nationalistes arabes à l'époque du royaume arabe de Faysal en 1920. Et en 1921, les nationalistes palestiniens avaient adopté le terme de Palestine et avaient abandonné le terme de Syrie du Sud. Mais dans le vocabulaire politique syrien, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à basse compris, les Syriens avaient beaucoup de mal à accepter Palestine et préféraient utiliser Syrie du Sud. Donc, ça, c'est l'unité arabe. Mais on ne veut pas d'une partie bassiste, d'une branche palestinienne du parti basse. Alors, si les bassistes syriens ne sont pas vraiment enchantés par la création d'une entité palestinienne, de Syrie du Sud, si vous voulez, les réfugiés palestiniens en Syrie, qui sont environ 150 000 à l'époque, sont très enthousiastes. Ensuite, c'est l'Irak. En Irak, on lui promet le soutien complet et il a le soutien des Palestiniens locaux,
mais ils ne sont pas très nombreux, il n'y a que quelques milliers de Palestiniens en Irak à cette époque-là. On a simplement un seul groupe qui refuse ça, un groupuscule, qui s'appelle le Rassemblement de la Libération islamique, qui affirme que la création d'une entité palestinienne est une impiété et un acte d'athéisme. Bon, derrière ça, vous avez reconnu la signature, c'est le Hizb ut-Tahrir, dont le Parti de la Libération, dont je vous ai déjà parlé, ce mélange curieux entre radicalisme islamique et non-violence relative, parce qu'ils ne sont jamais passés à la lutte armée, qui est spécifique au Hizb ut-Tahrir. Shukayri répond qu'il s'agit d'un djihad contre les Juifs qui les ont expulsés de leur foyer. Alors on lui répond dans la réponse que l'appel à djihad doit être fait d'un imam calife des musulmans et que donc avant de faire le djihad, il faut constituer un État islamique avec un calife. C'est extrêmement étrange parce qu'on est en 1964 et c'est le discours qu'on aura 50 ans après dans l'État islamique. Et c'est pour ça, pour moi, je m'intéresse toujours. Le vocabulaire du Hizb ut-Tahrir annonce tout ce qui va se passer bien des décennies après. Mais ça montre aussi que ça tombe dans le vide en 1964, ce type d'argumentation. À Koweït, c'est plutôt sympathique. Il y a près de 100 000 Palestiniens à Koweït, ils ont construit l'émirat. Donc, ils sont évidemment, Shukayri évidemment applaudi. Il est même applaudi à Bahreïn. Il n'y a que 200 Palestiniens. Le Qatar accorde un soutien financier. Je rappelle qu'à l'époque, si Koweït est indépendant, Bahreïn et Qatar sont toujours des protectorats britanniques. Alors, les Britanniques contrôlent surtout la politique étrangère. Il laisse ouverte la question de la politique intérieure. Et le Qatar, qui commence juste, pas beaucoup, à être riche, ça n'a rien à voir avec ce qui sera plus tard, est un des premiers à accorder une aide financière à l'entité palestinienne à constituer. Au Liban, Fouad Chahab approuve, mais Ajamin el-Husseini tente désespérément de s'y opposer. En fait, les clivages sont les clivages arabes habituels. Les bassistes voient dans le projet palestinien un instrument politique de Nasser, donc ils sont contre, et les frères musulmans font la même analyse. Le Fatah clandestin reste attentiste. Le MNA de Georges Habash, mouvement des nationalistes arabes, les Kaoumiyin, eux, s'en tiennent à un nationalisme arabe unitaire. Et de toute façon, la question est de savoir si, oui ou non, il y a une possibilité d'action révolutionnaire. Mais Shukayri a maintenant, avec ses Brain Trust, rédigé un projet complet comprenant une charte et la description détaillée de la future entité. L'essentiel est d'avoir obtenu le soutien de Nasser et l'accord plus ou moins à contre-cœur du roi Hussein. Le roi a cédé dans la perspective de maintenir de bonnes relations avec l'Égypte et de contrôler ce qu'il ne peut pas refuser. Il s'accorde ainsi un droit de désignation sur les 422 invités à se réunir à Jérusalem le 28 mai 1964, qui est la tenue du premier congrès, Conseil national palestinien, le premier CNP. Donc à Jérusalem, le 28 mai 1964, nous avons essentiellement des notables, des représentants des classes moyennes, mais non des camps, de la paysannerie et des milieux populaires. Tout est fait à la fois pour assurer les États arabes, en particulier ceux qui détiennent une portion de territoire palestinien,
c'est-à-dire la Jordanie, l'Égypte et la Syrie à cause de la DMZ. Il n'est pas question non plus de revendiquer la création d'un État, mais d'insister sur l'unité arabe. Donc, le 2 juin 1964, les résolutions finales sont adoptées. L'OLP sera dirigé par un comité exécutif, le CEONP, présidé par Choukairi, qui désignera les 14 membres du comité exécutif, qui sera ensuite divisé en plusieurs commissions, départements. Une charte nationale palestinienne, Kaoumi au sens pas arabe du terme, est adoptée. L'identité palestinienne est précisée. Il s'agit des citoyens arabes qui se trouvaient en Palestine jusqu'en 1947 et de leurs descendants en ligne paternelle, puisque les lignes maternelles ne comptent pas. Alors, on a dit que c'était du sexisme arabe, ce qui est probablement vrai, mais il faut rappeler que le Code Napoléon, à l'origine, ne connaissait aussi que la filiation paternelle et pas la filiation maternelle pour la nationalité, et qu'il a fallu un siècle pour que les France adoptent la filiation maternelle pour la nationalité. Donc il faut remettre ça dans le contexte. En plus que les codes arabes de la nationalité sont des modifications du code Napoléon via le code ottoman de la nationalité. C'est des histoires compliquées. Les Juifs d'origine palestinienne, c'est-à-dire ceux établis avant 1947, seront considérés comme des Palestiniens s'ils veulent vivre en paix en Palestine. Sinon, le sionisme est un mouvement impérialiste, agressif dès sa naissance, expansionniste dans ses visées, raciste fanatique dans sa constitution et fasciste dans ses buts et ses moyens. Tout ça à la fois. La libération de la Palestine se fera par la lutte armée. On constituera donc une armée de libération de la Palestine, l'ALP, formée d'unités régulières au sein des armées arabes. Donc, comme je l'ai déjà dit, le doublet OLP-ALP est la reproduction du doublet algérien FLN-ALN. L'effort de propagande sera mené à l'intérieur et à l'extérieur du monde arabe. Outre la création institutionnelle, les deux grands acquis du premier CNP sont l'affirmation du peuple palestinien comme un acteur politique, et donc le CNP abandonne le titre, le nom, la désignation de réfugié pour utiliser gens du retour, qu'on retrouvera ensuite dans les organisations palestiniennes de combat de la fin des années 60, et l'adoption de la lutte armée comme instrument de libération. Les deux grands absents volontaires sont le territoire et l'État. L'excellent Édouard Saab, présent à Jérusalem, a bien perçu le conflit des générations et ce qu'il recouvre. Je cite, « À Jérusalem, on est persuadé qu'il ne sortira rien du Congrès si les chefs historiques devaient continuer à diriger eux-mêmes le mouvement. Après ce premier congrès, il faudrait, pensent certains éléments extrémistes, une purge qui permettrait aux jeunes de prendre la relève. Mais les gouvernements arabes exercent jusqu'ici un contrôle rigoureux sur toutes les organisations palestiniennes. Ces organisations ne peuvent d'ailleurs être viables qu'avec l'appui financier et moral des États, qui leur servent aujourd'hui de refuge et demain peut-être de tremplin. Or, l'attitude des gouvernements arabes est conditionnée par divers facteurs nationaux, régionaux ou étrangers, souvent indépendants de leur volonté. Comment voulez-vous, disent les réfugiés, que le roi Hussein nous vienne en aide s'il risque de se voir privé des subsides et de l'assistance militaire anglo-américaine? Et Sarm continue en faisant une excellente analyse toujours. Mais tous les Palestiniens, quel que soit leur âge et leur état d'esprit, sont hantés par l'éventualité d'une bombe atomique israélienne qui détruirait d'un seul coup tous les espoirs. Nous savons, ajoute l'un d'eux, que lorsque l'Égypte aura elle aussi sa propre bombe, les deux forces nucléaires du Proche-Orient se neutraliseront. Alors qu'adviendra-t-il de nous? Enfin, à tous ceux qui invoquent l'exemple algérien pour les inciter à adopter les mêmes méthodes que le FLN,
Les Palestiniens rappellent que, contrairement au conflit algérien, la guerre en Palestine naîtra dans des régions situées en dehors du territoire occupé. Il y avait en Algérie 9 Arabes contre un Européen, souligne-t-il. En Israël, les Arabes seront 180 000 sur une population juive de 2 millions d'habitants. Donc là, il y a un réalisme. Mais on voit l'excellent journaliste qui a bien vu le conflit des générations entre les fondateurs de l'ONP et les jeunes, c'est-à-dire en fait ceux qui sont plus ou moins dans la mouvance du Fatah en 1964. Alors, la grande réussite de Choukaïri est d'avoir, en dépit des multiples tensions interarabes, créé un fait accompli et à lui donner le début de l'existence institutionnelle. Il n'en reste pas moins qu'il est pris entre les discours révolutionnaires de la jeunesse et les nécessités d'affronter les diverses pressions arabes. Pour établir un fonds palestinien, il est bien obligé d'avoir recours aux hommes d'affaires palestiniens, à Schuman en particulier, le fondateur de l'Arab Bank, d'où l'accusation que l'on porte d'avoir créé un mouvement bourgeois. Pour la Syrie et l'Arabie saoudite, il est vu comme l'homme de Nasser, et le royaume soutient Rajamin el-Husseini contre la nouvelle organisation. En dépit du soutien de Nasser à l'ONP, le MNA est très hostile à la nouvelle création. En revanche, les gens du Fatah, qui se tiennent à l'écart, voient l'intérêt d'une institution disposant d'une reconnaissance officielle arabe. Dès 1964, les chefs du Fatah voient que l'avenir serait de prendre le contrôle de l'OLP, un jour ou l'autre. Alors, durant l'été, la Jordanie poursuit son rapprochement avec l'Égypte nassérienne et reconnaît le 22 juillet la République du Yémen. Alors, pendant ce temps, le Premier ministre israélien, Levi Eshkol, fait sa première visite officielle, enfin même la première visite officielle d'un Premier ministre israélien à Washington, où il est chaudement reçu par Johnson. Les discussions portent sur la sécurité d'Israël. Les Américains sont conscients du risque engendré par la course aux armements, mais sont dans l'incapacité d'y remédier. Ils n'arrivent même pas à obtenir des Israéliens une déclaration sur l'absence de danger de prolifération nucléaire, puisque les Israéliens expliquent que l'existence de Dimona en soi est un facteur de dissuasion, qu'il soit ou non militaire. De même, les Israéliens rejettent même en petit nombre l'idée d'un retour des réfugiés arabes. Cette fois-ci, le terme palestinien n'est pas utilisé. Alors, pour l'instant, on s'en tient à Washington à ne pas livrer de blindés américains à Israël, mais de pousser les Européens à le faire, en particulier les Allemands. Puisque jusque-là, enfin, encore en 1964, les Américains préfèrent que ce soit les puissances européennes, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et l'Allemagne fédérale, qui livrent de l'armement à Israël, ce qui permet à Washington de se proclamer comme étant plutôt neutre. Alors Ben-Gurion, qui est maintenant dans une semi-opposition à Eshkol, accuse le Premier ministre de laisser aux autres la charge de la défense nationale et d'aménuiser le danger de l'aide soviétique au président Nasser, rendant moins convaincants les demandes israéliennes d'armement. Devant la presse occidentale, Nasser explicite sa pensée. Il faut réparer l'injustice constituée par l'expulsion du peuple arabe de Palestine et contrer la menace constituée par l'expansionnisme israélien. Il ne peut être question d'un contrôle des armements dans la région, et il rappelle qu'en 1948, il y avait un embargo sur l'armement à destination du Proche-Orient. Or, Israël a reçu de l'armement soviétique et français, tandis que les Arabes n'ont pas reçu d'armement dans la période. Donc, il y a le rappel qu'un contrôle des armements ne profiterait qu'à Israël.
Alors bon, la personnalité de Shukayri a été très largement controversée, y compris dans le mouvement national palestinien. Bon, il faut dire que c'était un orateur qui faisait des déclarations des plus inflammables, si l'on dit. C'était aussi un impossible, enfin c'était un scribomane. J'ai laissé ses œuvres complètes, ça fait ça, hein, en petit caractère arabe. Donc c'est totalement incontestable. Mais tous reconnaissent que l'ONP n'aurait pas été créé sans le dynamisme de Shukayri. Et que donc sa place dans l'histoire du mouvement national palestinien, elle est là. C'est la création de l'ONP. Et en cela, donc, il reste dans le panthéon national palestinien, même s'il a été éclipsé ensuite par Yasser Arafat. Voilà donc ce point, ce qui nous amène à terminer pour cette année. Donc on commence à être un pays de connaissance, si je veux dire. On voit par exemple apparaître l'ONP, mais il faut bien comprendre qu'on est essentiellement dans ces années 60 dans la guerre froide arabe, qui est à la fois la duplication de la guerre froide générale, mais en même temps qui a ses spécificités arabes. C'est ça qui est essentiel. Autrement dit, la guerre froide arabe ne reproduit pas la guerre froide mondiale, mais elle est en interaction entre la guerre froide arabe, entre elle et la guerre froide, qui elle-même, maintenant, est un peu un jeu triangulaire, puisque la Chine populaire s'est séparée de l'Union soviétique. Alors, pour en savoir plus, hein, dans un an, à peu près, si tout va bien, enfin, on ne peut que l'espérer. Et je vous remercie tous, voilà, pour votre audience.